On va s'intéresser à présent au moral des Françaises et des Français avec deux observateurs de notre beau pays, le sociologue Michel Fisz qui vient de publier Jeunesse à l'abandon et Yves Deloison qui est un optimiste, oui ça arrive et ça existe, et qui a écrit Heureux comme un Français en France. Bonsoir. Bonsoir. À vous deux. On va s'intéresser tout d'abord à la jeunesse. Serait-elle en colère? Manifestation, occupation de lycée, participation au mouvement, nuit debout. Ils sont là, mais Michel Fisz, sont-ils représentatifs de la majorité de ces jeunes? Vous savez, le nombre importe peu parce que seules les minorités sont d'abord agissantes. Toutes les révolutions, tous les processus ont commencé par des regroupements effectivement de quelques personnes. Je rappellerai que mai 68 a commencé par une poignée d'étudiants insatisfaits à l'université de Nanterre. Voilà, donc le nombre, encore une fois, n'est pas indicatif. Oui, mais Je pense que ce qui est important, c'est l'esprit. Oui, mais est-ce que les jeunes Français réagissent, pensent comme ceux qu'on voit agir en ce moment? Vous savez, il y a différentes manières de penser la même chose, car je crois que quelque part, ces jeunes pensent la même chose. Alors, les uns s'expriment dans des assemblées générales, sans descendre dans la rue, d'autres dans des réunions comme ça, un petit peu improvisées, d'autres vont battre le pavé, comme on dit donc d'une manière générale. Et puis, il y a ceux qui considèrent qu'il faut assurer une certaine continuité du mouvement, parce qu'entre deux manifestations, il y a le vide. Voilà, il faut combler le vide pour essayer de préparer, je pense, un monde politique nouveau, car nous sommes manifestement à la fin d'un monde, à la fois social et politique. Bon, je pense toujours à ce que dit Robert Hue, les partis politiques vont mourir et ils ne le savent pas. Je crois qu'ils commencent à le savoir d'ailleurs. On a vu Besancenot, Mélenchon se rendre place de la République. On a l'impression qu'ils ne savent pas comment se placer par rapport à ce mouvement. Parce qu'ils ne sont pas les bienvenus. Ils incarnent quoi qu'ils pensent, quoi qu'ils veuillent, malgré peut-être quelques bonnes intentions, ils incarnent une autre façon de faire la politique. Je pense que ce qui est en train de se dessiner, c'est ce que effectivement on peut appeler une révolution progressiste, c'est-à-dire une nouvelle façon d'être en société. Et puis il y a ce besoin de chaleur humaine, de convivialité, de proximité. Je rappelle toujours que nous sommes dans une société terriblement individualiste, donc qui manque de chaleur, qui manque de proximité, et il est bien de pouvoir se retrouver et puis de refaire tous ensemble le monde. Mais parce qu'encore une fois, il n'y a pas les professionnels d'un côté, les gouvernants d'un côté et les gouvernés de l'autre. Tout ça, c'est fini. Mais est-ce que justement ce mouvement Nuit debout, est-ce qu'il est le symbole d'une génération qui est née dans la crise comme un état permanent et qui en a ras-le-bol? Je rappelle que c'est tout simplement une réintroduction du mouvement des indignés, qui était né en Espagne en mai 2011, après la grande crise économique de 2008, voilà, et que ce mouvement avait irrigué un peu partout en Europe, alors sauf en France précisément. En France, il y a eu quelques tentatives, il y avait quelques dizaines de jeunes qui se réunissaient sous la grande arche de la Défense, je me souviens de ces scènes, mais ça n'avait pas pris. Pourquoi? D'abord parce qu'on a quand même encore un système politique qui est très verrouillé, et puis nous étions à la veille de l'élection présidentielle, et il y avait quand même de la part des jeunes une grande confiance en ce candidat socialiste qui faisait pour la première fois de la jeunesse une vraie priorité. Et là, vous pensez que ce n'est pas un mouvement qui va faire pchit, comme l'on dit? Vous savez, je pense d'abord que il n'y a pas d'un côté la spontanéité et l'organisation. Il faut l'un et l'autre. Je pense que ce mouvement a intérêt quand même à se structurer à minima pour permettre effectivement de continuer à travailler en atelier, de réfléchir à une nouvelle constitution, ce qui montre bien que là on n'a pas besoin de M. Mélenchon pour inventer effectivement quelque chose de nouveau. Voilà, donc je pense que c'est ce que les Grecs auraient dit sur l'agora, avec peut-être Socrate à côté d'eux, le philosophe proche du peuple finalement, c'est la démocratie directe. Et justement, comment ce type de mouvement pourrait se traduire dans les urnes ? Alors d'abord, il y a eu quand même effectivement un prolongement dans les urnes quelquefois, des listes nouvelles. On avait vu ça au municipal il y a quelques années. Je crois que c'est une bonne chose malgré tout parce que on n'est pas quand même dans un scénario de l'épuisement complet du système partidaire d'une part, du système institutionnel. Donc nous sommes encore une démocratie représentative. Donc je crois qu'il faut aussi jouer le jeu des urnes, mais à côté, effectivement, pousser cette démocratie du quotidien.
citoyens. Mais vous le savez, puisque vous l'avez dit dans une récente interview, le premier parti vers lequel se tournent les jeunes, alors c'est l'abstention, d'accord, et après c'est le Front National. Bien sûr. Bon, c'est effectivement le parti qui apparaît, le parti, j'allais dire, alternatif, à tous ces partis qui sont engagés dans toutes sortes de fâcheuses situations, pour rester dans un euphémisme. Voilà, et ce parti Front National apparaît comme un recours. Voilà, alors bon, en politique, il n'y a jamais vraiment de recours, surtout du côté des partis traditionnels, me semble-t-il. Mais je pense que ce qui se passe à Paris, c'est peut-être aussi le moyen de redonner de l'espoir à des jeunes qui en ont perdu, parce qu'ils sont dans une misère sociale. Là, pour le coup, le diagnostic est sombre, et je dis qu'il est plus sombre que sombre, plus noir que noir, en France et ailleurs, partout dans le monde. Et on en reparlera, parce que là, on s'est un peu focalisé sur Nuit debout, mais il n'y a pas que des jeunes dans Nuit debout. Absolument. On en reparlera tout à l'heure. Yves Deloison, alors vous, c'est un petit peu le pendant de ce qu'on vient d'entendre. Heureux comme un Français en France, pour en finir avec les râleurs, les dénigreurs, les pessimistes et les déclinistes. Comment vous réagissez, comment vous analysez ce mouvement? Alors, on ne sait pas vraiment, parce que je rebondis sur ce que disait Michel Fils, si en nombre, en termes de nombre, il représente beaucoup de jeunes, mais enfin, bon, qui visiblement a tendance quand même à s'incruster dans le paysage depuis quelques jours. C'est difficile à dire, je pense qu'on n'a pas beaucoup de recul. Moi, ça souligne un point qui nous est un peu reproché, vu de l'étranger, c'est le côté rebelle, râleur peut-être, mais là, je le vois... C'est ce que vous écrivez, hein, j'invente rien. Je le vois moi plutôt comme un mouvement assez positif et constructif pour l'instant. Et puis ça vient aussi contrecarrer les discours qui sont que, puisqu'on parlait des jeunes, les jeunes français quitteraient, fuiraient le pays, comme on le répète souvent. Ce qui est bien sûr faux. On a des jeunes qui ont envie d'aller voir ce qui se passe ailleurs et se former ailleurs, étudier ailleurs, ce qui est plutôt positif. Voilà, la France accueille aussi énormément de jeunes. Je crois qu'on a 300 000 étudiants jeunes qui viennent en France chaque année. Bon, je pense que globalement, c'est pas si mal que ça. Parce que pour vous, les manifestations, c'est aussi le symbole d'une société qui est en mouvement. C'est pas forcément négatif. Non, c'est pas forcément négatif. En l'occurrence, là, ça génère. On parlait d'agora, etc. Ça génère quand même une réflexion. Ça génère une ouverture d'esprit. Ça génère du mouvement. Pour moi, c'est plutôt une dynamique. On va revenir sur votre livre, mais Michel Fils, vous n'étiez pas forcément d'accord. Mais enfin, on appuie Non, quand même de ce que vient de dire. Non, mais Yves Deloison, il y a un chiffre. Oui. Alors, vous n'avez pas cité, je ne sais même pas s'il est dans votre livre, mais il y a plus de jeunes britanniques qui partent de Grande-Bretagne que de jeunes Français qui partent de France. Et donc, c'est pas si mal que ça. Non, mais il y a surtout un phénomène global des jeunes qui, où qu'ils se trouvent, fuient leur pays parce qu'effectivement, l'espoir d'une insertion économique n'existe plus. Voilà. Et je pense que ce que vous disiez est exact, mais je dirais que c'est peut-être la première version de ceux qui partaient à l'étranger autrefois, traditionnellement, pour faire des études. Bon, il y a le programme Erasmus. Aujourd'hui, il y a ceux qui, ne trouvant plus moyen de s'insérer dans cette société-ci, vont chercher ailleurs des conditions d'insertion plus souples. Bon, je suis en guerre contre le diplôme, parce qu'il y a un grand mensonge derrière le diplôme, qui ne suffit malheureusement pas, et de moins en moins, à s'insérer, et en tout cas à s'insérer rapidement. Eh bien, on va dans des pays où on ne va pas demander effectivement le diplôme d'abord, mais plutôt la motivation, l'expérience. Voilà, c'est ce que j'explique dans mon livre. L'Australie, la Grande-Bretagne, etc. Ah oui, etc. Ouais. En France, on pratique ce que j'appelle l'exclusion préventive. Décider face à un jeune qui vient en premier emploi, qui lui manque le critère de l'expérience, c'est quand même monstrueux comme situation. Et en même temps, quand on entend ces jeunes, il y a aussi une peur de l'instabilité, il y a une volonté de chercher le confort du CDI. Est-ce que ce n'est pas surprenant quand on est jeune ? Bah, écoutez, je pense que quand on vit dans la misère au quotidien, quand on est en difficulté pour se soigner, pour accéder à un logement, que l'on a des revenus très faibles quand on a des revenus, je pense que la moindre des choses, c'est d'espérer d'avoir effectivement une sécurité, un parcours sécurisé. Donc, c'est pas le CDI qui est une anomalie, c'est le CDD répété qui ne se transforme jamais en CDI.
Yves Deloison. Et puis, tout le monde n'a pas les mêmes aspirations non plus. Les jeunes n'ont pas tous les mêmes aspirations. Certains, effectivement, ont envie de jongler, ont envie d'autonomie et de liberté, et puis d'autres ont besoin d'être assurés. Enfin, je pense que c'est très humain, tout ça. Alors, Yves Deloison, comme on est journaliste, nous, on aime bien regarder ce qui, évidemment, ne va pas bien, les trains qui n'arrivent pas à l'heure. Alors, effectivement, c'est un monde... Il y a une annexe avec des données très précises. Donc, c'est incontestable, effectivement. On ne va pas les citer parce que ça serait trop long. Mais quand même, quand vous parlez de l'éducation, vous dites, quand on regarde le classement PISA dont vous parlez, on n'est pas bien classé. On y consacre pourtant 6% de notre PIB. À l'exportation, on est une grande nation exportatrice de commerce international. Quand on regarde le déficit de l'an passé, 45 milliards, un peu plus même, d'euros. Les Français ne ressentent pas forcément ce bien-être dans leur vie quotidienne, celui que vous décrivez. Mais les chiffres que vous donnez sont toujours les mêmes chiffres, en fait. On parle toujours, effectivement, on souligne toujours les chiffres qui ne vont pas. On dit, par exemple, qu'il y a 300 000 Français qui vivent au Royaume-Uni, sous-entendant que Londres est la 6e ville de France. En réalité, quand on creuse, on se rend compte que c'est sur l'ensemble du Royaume-Uni et que ça fait de Londres la 29e ville francophone, enfin française. Donc tout ça est dit, répété, ressassé, etc. Moi, ce que j'avais envie de faire, c'était de mettre en perspective justement ces espèces de croyances, ces certitudes, en expliquant et en mettant en parallèle d'autres critères, d'autres indicateurs qui viennent pondérer, qui viennent contredire parfois ces chiffres. Vous citez l'éducation, par exemple, le rapport PISA annuel classe la France sur certains domaines très 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 bien, dans le peloton de tête même. Voilà, donc moi c'est ça qui m'intéressait, c'était justement d'essayer de sortir de ce discours qui est toujours la même rengaine et puis qui plombe le pays. Et puis en fait, cette dynamique, elle empêche justement le sursaut. Oui, vous essayez de démonter les clichés, comme quoi les Français sont feignants. On dit que depuis les 35 heures, les Français travaillent moins que leurs voisins européens. Oui, mais voilà, ils sont plus productifs que les Allemands et les Britanniques. Alors non seulement ils sont plus productifs, et alors ça c'est vraiment confirmé par toutes les études internationales, que ce soit le Bureau international du travail, l'OCDE, etc. Mais en plus, il est faux de dire que les Français travaillent moins que le reste de l'Europe, puisque la moyenne en Europe est de 37,2 heures, si on tient compte du temps partiel et du temps plein, et en France c'est 37,5 heures. La durée des carrières est beaucoup plus longue, on le dit aussi. En fait, tous ces chiffres-là, il faut les mettre à l'épreuve et les regarder en essayant de voir justement la globalité. Oui, mais il y a une partie de la population qui ne trouve pas de traduction concrète dans sa vie quotidienne, dans ce tableau. On parlait beaucoup des agriculteurs il y a quelques semaines. Il y a 9 millions de personnes en France qui vivent sous le seuil de la pauvreté. Puis on pourrait continuer comme ça. Mais bien sûr, mais ce que vous soulignez sont des problématiques qui ont leur existence hors de nos frontières. C'est-à-dire que la crise ne concerne pas que la France et on est confronté à des difficultés qui sont réellement celles que connaissent les autres pays, nos voisins. Et ce qui est intéressant justement, c'est qu'on parle toujours du chiffre du chômage et on oublie par exemple de mettre là aussi en parallèle des données qui sont celles liées à la précarité, celles aux disparités, aux inégalités. Il s'avère qu'en France, nous réussissons un peu mieux à réguler et les écarts sont moindres par exemple qu'au Royaume-Uni ou qu'en Allemagne. La politique sociale, comment dire, redistributive. Exactement. Michel Fils, vous voulez réagir? Je pense que malheureusement, tous les indicateurs sont au rouge. On ne peut pas nier une réalité qui est une réalité terrible. Il n'y aurait pas des millions de Français dans la rue, manifestants ou dissidents. Il n'y en a pas des millions non plus. Non, là, je pense Il y que en c'est a un quand peu on caricatural. additionne. Vous savez, il n'y a pas que la partie visible, il y a la partie invisible. Il y a ces gens qui n'ont plus la force de se bouger, de sortir de leur lieu, voilà, mais qui sont écrasés, d'ailleurs qui sont tellement écrasés qu'ils n'ont pas ce réflexe d'aller dans la rue. Moi, je pense qu'il ne faut pas confondre deux choses. Je serais assez d'accord avec ce que vous dites sur une fois qu'on a constaté, comme doit le faire le médecin social, finalement, quel sociologue, que la situation est gravissime, quelle attitude on adopte? Et là, je vous rejoins, bien sûr, qu'il faut adopter une attitude positive, une attitude d'engagement, une attitude d'action collective. Et d'ailleurs, les jeunes ne sont pas les derniers à être les plus pessimistes, ils sont même très optimistes, ils sont beaucoup plus courageux. Et je trouve même d'ailleurs qu'ils ont subi beaucoup trop longtemps durant ces dernières années avant de se manifester. Mais je pense qu'on a un système scolaire qui est à bout de souffle. Bon, vous parliez PISA.
c'est catastrophique. On a menti aux Français pendant des Il est années. pas du tout d'accord. Mais bon, on va pas refaire non, le débat. on a une école élitiste comme elle n'a jamais été. Juste pour finir, on parlait des jeunes, mais aussi les patrons de PME. Vous vous rappelez à quel point la France est le premier pays de création d'entreprises, qu'il continue à séduire les investisseurs. Mais qu'est-ce que vous répondez quand vous voyez ces patrons de PME qui disent c'est compliqué de créer des emplois parce que les lourdeurs administratives, c'est trop, il faudrait revoir tout ça? Mais j'insiste tout au long du livre sur tous les aspects qui sont perfectibles. Il s'avère que dans le domaine de l'éducation, évidemment, il y a un travail énorme à faire. Et il s'avère aussi que dans l'entrepreneuriat, c'est la même chose. Mais je parle de la création d'entreprise comme une mécanique qui est beaucoup plus simple qu'on ne le raconte. En revanche, les indépendants comme les petits patrons sont confrontés à une difficulté qui est liée par exemple à la gestion des caisses qui est infernale. C'est un véritable cauchemar et ça c'est une réalité. Donc moi il ne s'agit pas de mettre la tête dans le sable, je ne suis pas du tout une autruche, au contraire. Simplement je pense que en équilibrant un peu le regard qu'on porte sur la France, éventuellement, on pourra peut-être voir les choses bouger dans le bon sens. On a des atouts, il faut les faire fructifier. Merci Yves Deloison, heureux comme un Français en France. Michel Fize, merci beaucoup. Jeunesse à l'abandon.